Bonjour à tous. En 1993, Clint Eastwood revient comme simple acteur dans un thriller politique. L'assassinat du président Kennedy est en toile de fond. Pour nous en parler, j'ai le très grand plaisir de recevoir l'actrice Fanny Gitcock. Dans la célèbre série Plus belle la vie, elle est victime de violences conjugales. Dans Alice et le maire de Nicolas Parisé, elle est une spécialiste en communication. Aux côtés de Samuel Le Bihan, elle est Marjorie, une scientifique dans l'épisode En terre sauvage de la série Alex Hugo. C'est vous dire si je suis fier d'être à ses côtés pour cette nouvelle vidéo. Fanny, c'est moi qui t'ai proposé ce Clint. Tu ne le connaissais pas. Alors, ton verdict ? Franchement, j'ai adoré le film, c'est une belle découverte, donc merci Fabrice. Et j'ai surtout aimé l'interprétation des trois personnages principaux. Voici l'essentiel sur Dans la ligne de mire. Dans la ligne de mire de Wolfgang Peterson, 1993. Clint Eastwood est Frank Horrigan, le seul agent des services secrets américains encore actif qui était à Dallas le jour de l'assassinat du président Kennedy. Avec son jeune partenaire, il est sur une enquête de routine qui l'amène par hasard chez un homme ayant menacé l'actuel président des États-Unis. Le suspect réussit à prendre la fuite, mais laisse une photographie de Frank Horrigan punaisée sur le mur. Elle est prise à Dallas, cette funeste journée. Inquiet, Horrigan demande alors à être transféré dans l'unité spéciale responsable de la protection rapprochée du président. Clint Eastwood quitte provisoirement la Warner Bros. Pour une coproduction Columbia et Castle Rock. Avec une nouvelle chance, c'est le dernier film où il est seulement acteur. John Malkovich est engagé pour le rôle du tueur Mitch Leary après le refus de Robert De Niro, pris sur le tournage de son film Il était une fois le Bronx. Il a été la vedette de grosses productions comme L'Empire du Soleil de Steven Spielberg ou Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears. L'agente Lily Raines, assignée à la protection présidentielle, est interprétée par Renée Russo. Elle est l'inoubliable Lorna Cole, aux côtés de Mel Gibson dans L'Arme fatale 3 et 4. Plus récemment, elle est Frigga, reine d'Asgard, dans les films du MCU consacrés au personnage de Thor. L'agent Hal d'Andrea, le jeune partenaire de Frank Horrigan, est incarné par Dylan McDermott. Il est l'un des acteurs principaux de la série American Horror Story de Ryan Murphy et notamment l'excellente première saison Murder House. Et là, est-ce que vous reconnaissez cet acteur dans le rôle d'un faux monnayeur ? C'est Tobin Bell. Il sera 10 ans plus tard le terrible John Kramer ou Jigsaw ou tueur au puzzle dans les 8 films de la franchise Saw. C'est le réalisateur d'origine allemande Wolfgang Peterson qui met en scène le film. Il se fait connaître aux États-Unis grâce au succès phénoménal de son film de guerre Le Bateau. On lui doit d'autres grands succès du box-office comme le film de fantasy L'Histoire sans fin, le film de virus Alerte ou le film catastrophe Air Force One avec Harrison Ford en 1997. Avec Harrison Ford dans le rôle principal, le cinéaste y mettra de nouveau en scène un président américain aux prises avec des terroristes. Le producteur du film est Jeff Apple. Fasciné par les services secrets depuis sa jeunesse, il tisse avec eux d'étroites relations pendant les 9 années d'élaboration du projet. Grâce à ces relations, les services secrets ont coopéré régulièrement comme consultants pour l'écriture et le tournage. Le film est écrit par Jeff McGuire au départ pour Dustin Hoffman. Après de nombreuses réécritures, la version définitive introduit le passé traumatique de Frank Horrigan. Il est donc finalement proposé par la Columbia à Clint Eastwood, qui accepte le rôle principal sans coproduire le film avec sa société Malpaso Company. De ce fait, on ne retrouve pas au générique les principaux collaborateurs de Clint Eastwood. Le montage est confié à Anne Coates, à l'origine de celui de Laurence d'Arabie ou de films d'action comme Le Contrat avec Arnold Schwarzenegger. La photographie est confiée à John Bailey, qui ne propose aucune des ambiances sombres ou nocturnes qu'on croise généralement dans les films de Clint Eastwood. Sa lumière est au contraire très naturaliste et accentue le caractère documenté, voire journalistique, de l'univers des services secrets. Pour contrebalancer cette facture réaliste, la bande originale est confiée au grand Ennio Morricone. Sa musique crée immédiatement la tension d'une séquence et son orchestration finale est identique à celle de la célèbre poursuite des incorruptibles de Brian De Palma, 6 ans plus tôt, dans laquelle Elliot Ness éliminait le tueur Frank Nitti. Wolfgang Peterson avait démontré l'efficacité de son cinéma avec son film de guerre Le Bateau. La totalité de l'intrigue se passait dans un sous-marin sans un seul temps mort sur une durée de 2h30. Cette efficacité se retrouve dans ce thriller au rythme maîtrisé qui alterne de manière équilibrée les séquences de transition avec celles de pure action. Chaque plan est composé. Rien ne semble en effet dépasser du cadre dans ce très beau cinémascope où tout est parfaitement orchestré. L'auteur est aussi déterminé à représenter le monde des services secrets de la manière la plus réaliste possible. Il explique: chaque phase de la production a été approchée par le point de vue des agents. La crédibilité, faire aussi réaliste que possible. J'y étais résolu dès le début.
Pour les véritables agents, c'est exceptionnel de constater à quel point un auteur décide de descendre à ce niveau de détail pour décrire leur activité. Grâce à cette solidité toute germanique, Clint Eastwood ne met pas son nez dans la mise en scène. Ainsi, ce qu'on devinait comme étant sa signature, dans les films de Buddy Van Horn ou de Richard Toggle, disparaît presque totalement ici. Presque totalement, parce que si on est bien attentif, on discerne des traces de thématiques que l'on retrouve régulièrement dans son cinéma. L'anti-héros fatigué, au passé douloureux, et l'amateur de jazz, par exemple. Clint Eastwood joue lui-même du piano pendant les séquences. Il y interprète le standard As Time Goes By, qui fut le thème principal du grand classique Casablanca. Partager la vedette avec John Malkovich séduit Clint Eastwood. Il est ravi d'être l'adversaire de cet acteur qu'il estime, et ce plaisir se ressent dans les séquences de confrontation. Aucune des deux stars ne tente de tirer la couverture et le respect mutuel se voit à l'image. Le tournage se déroule en partie à Washington, évidemment, comme la scène du passage du cortège présidentiel ou cette très belle séquence au Lincoln Memorial. Côté prouesse de production, il faut noter la reconstitution d'Air Force One, l'avion présidentiel, estimé à $250 millions. Et cette scène où Clint Eastwood a 63 ans est réellement suspendu au 6e étage au-dessus du vide. Clinton Hill est un ancien agent des services secrets américains. Il était chargé d'assurer la protection de Jacqueline Kennedy dans le cortège présidentiel lors de l'assassinat de son époux à Dallas. Même s'il n'a rien pu faire, il fut l'un des premiers à réagir au moment du premier tir, en protégeant notamment la première dame. C'est lui et son histoire qui servent de base d'écriture au personnage de Frank O'Regan, incarné par Clint Eastwood. Frank O'Regan doit d'abord exécuter sa mission. Le personnage est adapté à Clint Eastwood, un homme trop âgé pour le rôle. C'est alors essoufflé et colérique qu'on le retrouve. Il se trompe même lorsque fiévreux, il confond l'éclatement d'un ballon de baudruche avec le tir d'une arme à feu. Comme le dit Clint Eastwood, j'aime les personnages non parfaits, ceux qui ont autant quelque chose en eux à surmonter que de vaincre un ennemi. Comme le personnage de William Munny dans le grand western Impitoyable, son film précédent, il est un homme rattrapé par son passé qui tente d'oublier des événements qui ressurgissent. Mais comme d'habitude, on lui pardonne tout parce que ce personnage de vieux bougon lui va si bien. Il le complexifie en lui collant un passé douloureux, lié au traumatisme de l'attentat de Kennedy. Chargé de sa protection, mais n'ayant pu le sauver, il traîne sur sa conscience la mort de ce président. Il se dit constamment que le cours de l'histoire de son pays aurait été changé s'il avait réagi différemment. Tu as en face de toi une légende vivante, le seul agent en activité qui a perdu un président, dira-t-il à Lily Raines. Sur ce passé traumatique, il faut noter la séquence émouvante où il se confie à elle, en évoquant la tragique journée du 22 novembre. Les échanges avec Lily Raines sont une des grandes qualités du film. Habituée à ne côtoyer que des hommes qui se prennent très au sérieux, elle travaille à obtenir la bonne attitude face à Frank O'Regan. Et de manière méta, René Rousseau face à Clint Eastwood évidemment. Et on n'imaginerait personne d'autre dans ce rôle que René Rousseau. Les échanges sont totalement eastwoodiens. Je suis là pour représenter les votes féministes, dit-elle, et Frank O'Regan de lui répondre. Moi, les pianistes blancs, hétérosexuels et de plus de 50 ans. Nous ne sommes pas beaucoup, mais nous formons un puissant lobby. Et lorsqu'il lui assène sa remarque déplacée au moment de leur première rencontre, elles sont de plus en plus sexy dans le service. Le passing shot est instantané. Ils sont de plus en plus vieux dans le service. C'est le tueur qui menace la vie du président des États-Unis alors qu'il est en pleine réélection. Il est génialement incarné par John Malkovich qui sera très justement nommé aux Oscars pour ce rôle. C'est cependant Tommy Lee Jones qui l'emporte pour Le Fugitif. Ce soir-là, il est absent de la cérémonie. Sa présence est de toute évidence la principale qualité du film car pas de bon thriller sans un bon méchant. Il incarne un ancien agent de la CIA qui développe une rancœur contre les États-Unis. Elle se traduit par son obsession à éliminer celui qui les dirige. Il est aussi doté de plusieurs personnalités dont le visage se transforme en fonction des situations. Et l'acteur excelle autant en hippie à la ramasse qu'en homme d'affaires élégant. Mais l'aspect le plus convaincant de son personnage de psychopathe passe par le son de sa voix. Ne regardez surtout pas le film en VF. Il découvre le passé de Frank O'Regan, il le harcèle au téléphone et l'entraîne dans son jeu. Ses appels réguliers rythment l'ensemble du film. Il crée toute l'atmosphère anxiogène de la relation entre les deux. Ses intonations et ses sous-entendus ne laissent guère de doute. Il a une véritable admiration, voire une attirance physique pour Frank O'Regan. Attirance qu'on retrouve encore dans la séquence finale de l'ascenseur qu'on ne révélera pas. Ces conversations sont similaires via le téléphone à celles en face à face entre le serial killer Hannibal Lecter et l'agente du FBI Clarice Starling dans Le Silence des agneaux. Mitch Larry est aussi un technicien hors pair qui confectionne une arme sophistiquée capable de passer les contrôles de métaux. Damien Martinez, policier, nous l'explique. L'arme fabriquée et utilisée par Mitch Larry est tout à fait crédible. Ce prototype d'arme était précurseur en 1993 mais totalement envisageable. Aucune fantaisie donc de la part des auteurs. Il pousse aussi son personnage vers des comportements agressif lorsqu'il somme Frank O'Regan de lui montrer du respect car il lui a laissé la vie sauve. La séquence où John Malkovich improvise le geste du canon de l'arme placée dans sa bouche enthousiasme le cinéaste.
Frank Horrigan est agent des services secrets affecté à la sécurité du président des États-Unis. Il doit aussi remplir sa mission. Clint Eastwood aime l'idée d'incarner quelqu'un qui doit accepter de protéger, voire de donner sa vie pour un homme qu'il n'aime pas forcément. Il est donc possible qu'il se retrouve face au choix de sauver sa vie ou de sacrifier la sienne pour sauver le chef d'État. C'est inévitable avec la fonction propre des gardes du corps. Jerry Parr, ex-agent à la retraite, explique: il faut réagir immédiatement, quel que soit ce que pense le président ou ce qui se passe autour de vous. Et Hubert Bell, directeur assistant des opérations de protection, de conclure: si le moment arrive de faire le sacrifice ultime, les agents y sont préparés. Quand on entend un coup de feu, les gens sautent, se mettent à l'abri. Nous, c'est le contraire. Il faut noter le soin technique de l'équipe pour représenter très fidèlement cette profession. Elle s'entoure pendant tout le tournage d'ex-agents de la CIA qui ont apporté leur savoir-faire. Robert Snow, qui a été directeur adjoint des services secrets pendant 25 ans, a été le principal conseiller technique. René Rousseau est coaché sur la manière de s'habiller des agents de la CIA. Elle s'entend dire: pas de jupe, toujours des pantalons. Il vous faut des chaussures et une attitude correcte. Pour la représentation des rassemblements politiques, des images réelles de la campagne présidentielle de 1992 opposant George Bush et Bill Clinton ont été incrustées. Il a fallu pour ça dépenser une fortune pour effacer les panneaux pro-Clinton ou Bush, des images d'archives utilisées dans le film. Le personnage de Mitch Leary est surnommé Booth, comme John Wilkes Booth, l'assassin du président Abraham Lincoln, au théâtre fort de Washington en 1865. Le tueur lui remémore la funeste journée du 22 novembre 1963. Ce jour-là, Frank Horrigan n'a pas réussi à sauver le président Kennedy. Mitch Leary lui lance alors un défi, celui de faire en sorte que l'histoire ne se répète pas. Ressurgit donc un passé enfoui depuis 30 ans. Pour les flashbacks, la production a réussi à incruster le visage de Clint Eastwood jeune autour du vrai cortège présidentiel du président Kennedy. Ce jour tragique pour l'Amérique est au cœur de nombreuses productions hollywoodiennes, ainsi qu'une française. Dans la ligne de mire constitue d'abord un diptyque avec Un monde parfait, réalisé par Clint Eastwood la même année. Au début du film, on apprend par la radio que nous sommes le jour où le président Kennedy doit traverser la ville de Dallas. L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy est le sujet central de JFK d'Oliver Stone avec Kevin Costner. Il incarne le procureur Jim Garrison qui reprend l'enquête et contredit les conclusions de la commission Warren. Parkland de Peter Landesman qui raconte les heures qui ont suivi le moment de l'attentat. Jackie de Pablo Larraín avec Natalie Portman dans le rôle de Jacqueline Kennedy Onassis. Le film raconte là aussi les heures qui ont suivi le drame, mais du point de vue de la première dame présente dans la voiture. Et enfin, en France, Henri Verneuil propose en 1979 un très beau polar d'espionnage inspiré de ce même événement, I comme Icare, avec Yves Montand qui conteste aussi les résultats de l'enquête. Dans la ligne de mire ne ternit pas la nouvelle popularité de Clint Eastwood depuis le triomphe public et critique d'Impitoyable. Le film se place à la 7e place du box-office américain, derrière de sérieux concurrents comme Jurassic Park, Le Fugitif ou encore La Firme, adapté de John Grisham. En France, avec 1 million d'entrées, Dans la ligne de mire se place dans le top 5 des plus gros succès de Clint Eastwood chez nous. Il atteint presque les 2 millions de spectateurs en Allemagne, patrie d'origine du réalisateur. Sans les emporter, le film est tout de même nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour John Malkovich. Meilleur scénario original pour Jeff McGuire et meilleur montage pour Anne Coates. Il est salué par l'ensemble des critiques comme un thriller d'excellent niveau qui ne se contente pas d'additionner les séquences d'action. La presse met en avant la qualité des sous-intrigues politiques et l'interprétation de John Malkovich. L'année 1993 sera donc riche de ce film uniquement interprété par Clint Eastwood, mais aussi de sa prochaine réalisation. Ironie du sort, le Kevin Costner qui menait l'enquête dans JFK se retrouve prisonnier en fuite et preneur d'otages dans une histoire dont le fond est aussi celui de l'assassinat de Kennedy. Rendez-vous pour ça dans la prochaine vidéo. Bon film. Casablanca avec Humphrey Bogart, putain j'y arrive pas, qui fut le thème principal du grand classique Merde. Bon allez c'est bon, laisse tomber. Okay. Je l'ai en 12 fois donc là, je pense que je vais arriver. Et on n'imaginerait personne d'autre dans ce rôle que René Rousseau. Putain. Je ne ferai plus jamais une actrice. Bonjour à tous. En 1996, j'ai le très grand plaisir de recevoir l'actrice